retrouve pour une nouvelle vidéo qui va traiter aujourd'hui de l'audit de surveillance. Donc le but du jeu, c'est de vous expliquer comment ça va se dérouler et à quoi s'attendre. Jimmy, l'audit de surveillance, du coup, c'est quoi? Je pense que pas mal d'entre vous le connaissent, mais c'est bien de rappeler une petite définition. Cycle de 3 ans, vous avez été certifié juste après votre audit initial. 1 an et demi après, alors en moyenne, vous devez réaliser votre audit de surveillance. Alors comment ça va se passer dans les faits? Date d'obtention de votre certification, si par exemple vous l'avez eu au 1er juin 2021, nous on va reprendre contact avec vous 1 an après. Donc 1 an après, donc soit 12 mois plus tard, on va vous refaire un petit message. Coucou, voilà, nous souhaitons mettre en place, planifier votre audit de surveillance. Cet audit de surveillance, il doit avoir lieu entre le 14e et le 22e mois après la date d'obtention de votre certification. Donc c'est pour ça qu'on prend contact avec vous juste 1 an après, pour pouvoir ensuite avoir ce délai de 2 mois pour ceux qui souhaitent très vite planifier leur audit de surveillance et en être débarrassés, ou alors ceux qui vont dire non, là ça va tomber dans mon pic d'activité, donc je préfère qu'on le reporte sur les mois suivants, et donc on peut mettre en place tout ça. Ce qu'il faut aussi comprendre, je le dis tout de suite, par rapport à la modalité. La modalité, vous pourrez ou non la choisir. Si vous avez fait le choix lors de l'audit initial de réaliser l'évaluation à distance, là on n'aura pas le choix que de le faire sur site en surveillance. Ça c'est important, c'est l'ordonnance de juillet 2020 qui le précise. Donc voilà, faut pas hésiter à nous poser la question, mais nous on a bien sûr une traçabilité dans nos dossiers. Donc on vous proposera des dates d'audit par rapport à vos disponibilités et on vous précisera la modalité, si vous avez le choix ou non d'ailleurs. Voilà. Ce qu'il faut comprendre, c'est que si l'audit initial s'est déroulé sur site, la surveillance peut se faire à distance. Si l'audit initial s'est fait à distance, la surveillance se fera de toute façon sur site, il n'y a pas le choix. Voilà. D'accord. Alors merci pour toutes ces informations et pour cette introduction. Alors du coup, concrètement, l'audit de surveillance, qu'est-ce que l'auditeur va aller auditer? Déjà, l'objectif de l'auditeur, son rôle, ça va être quoi? Ça va être de vérifier que vous êtes toujours dans le bon respect des exigences du référentiel qualité. Voilà, c'est voilà, qu'est-ce qu'il a fait depuis l'audit initial? Est-ce qu'on est toujours en accord, en adéquation par rapport à ce qui est écrit dans le guide de lecture? Dans sa conduite d'audit, déjà le premier point, là-dessus vous ne pourrez pas passer à côté, l'auditeur, premièrement, il va aller vérifier l'usage du logo. Donc il va dire ok, voilà, on va voir, montrez-moi vos supports de communication, comment vous communiquez, voilà, le site internet, vos différents documents, et on va aller vérifier ensemble si vous respectez bien l'usage du logo Calliope. Voilà, parce que alors on statuera pas si on voit quelque chose de pas bien, on pourra pas statuer sur une non-conformité en tant que telle, mais on pourra suspendre un certificat le temps que justement les actions collectives soient mises en place par rapport au bon respect de ce logo. Donc ça c'est important. Deuxièmement, encore très important, c'est les non-conformités que vous avez potentiellement eues lors de l'audit initial. L'auditeur va vérifier si vous avez bien mis en œuvre votre plan d'action, si c'était de la non-conformité mineure. C'est là où on va aller vérifier lors de l'audit de surveillance que les actions correctives ont bien été effectuées. Et il y a la pertinence de ces actions dans votre process qualité. Pour les mineurs et pour les majeurs. Même si vous avez levé l'écart en question en nous transmettant des éléments lors de l'audit initial, on pourra aussi accentuer notre audit sur ces non-conformités majeures. Alors, ce qu'il faut aussi savoir, bien sûr, c'est par rapport à la durée de cet audit de surveillance. Vous l'avez vu, c'est quand même une durée qui est significativement inférieure par rapport à votre audit initial. Donc, on ne pourra pas balayer tous les indicateurs. On va devoir faire des choix. Donc, ces choix, je vous l'ai déjà évoqué, mais premièrement, les indicateurs qui ont fait l'objet d'écart lors de l'initial. Deuxièmement, ça pourrait être aussi des indicateurs qui ont fait l'objet de changements au sein de votre organisme. Je m'explique. Vous êtes audité en audit initial, mais à l'époque, vous ne réalisez pas de formation sous-traitée. Vous ne sous-traitez pas vos formations à des formateurs externes. Mais par contre, 6 mois après, vous décidez de le faire. Et dans ce cas-là, bien sûr, vous allez devoir nous le déclarer. On vous enverra un petit formulaire quelques semaines avant votre audit de surveillance pour nous déclarer tout changement, et pour vous mettre en place
un plan d'audit approprié. Mais nous, on n'aura pas le choix que d'intégrer l'indicateur 27, qui concerne les dispositions liées à la sous-traitance, dans votre audit de surveillance. Ça, c'est important. Voilà. C'est pas, voilà. Souvent, en fait, ce qu'on se rend compte, alors c'est pas que c'est... faut pas se dire l'audit de surveillance est plus important que l'audit initial, mais quand même, c'est important, du moins, en sachant qu'on est dans le premier cycle. Là, on est dans, pour ceux qui nous regardent là, depuis les premières vidéos, si vous avez été certifié en 2020, 2021, voire même début 2022, vous êtes dans votre premier cycle de certification. Donc, il y en a beaucoup qui étaient considérés comme nouvel entrant lors de l'audit initial. Et ben, nouvel entrant, vous aviez entre guillemets l'excuse de dire ah ben je commence donc j'ai pas pu vous démontrer ci ou ça. Nous on s'attache simplement à vérifier la formalisation. Et ben là, dans le cadre de cet audit de surveillance, vous n'aurez pas le choix que de nous démontrer la mise en œuvre de ce que vous nous avez dit 1 an et demi avant. Alors, pour être vraiment précis sur les indicateurs qui concernent les nouveaux entrants, puisque je les ai sous les yeux, on va avoir les indicateurs à compléter pour lesquels vous y répondiez partiellement. Donc là, je m'adresse aux nouveaux entrants. En audit initial, on avait une réponse partielle à ces indicateurs, donc les 2, 3, 11, 13, 19, 24, 25 et 26. En surveillance, il faudrait y répondre totalement. Et il y avait aussi les indicateurs 22 et 32 qui ne vous concernaient pas initialement. Et ben là, la démarche d'amélioration continue, par exemple, l'indicateur 32, elle va pleinement vous concerner puisque vous aurez eu plus d'1 an pour la développer et l'entretenir. Voilà. On a fait le tour sur toutes ces informations. Vraiment, si vous continuez à avoir des questions et si vous avez besoin aussi de vous rassurer par rapport à la survenue de cet audit, revenez vers nous. Peut-être pour compléter aussi par rapport à la préparation, sur la question comment se préparer à l'audit de surveillance, au final un petit peu comme vous l'avez fait pour l'initial, en sachant que faut pas se dire ah mais mince j'ai mis ça en place pour l'audit initial, mais par contre 4 mois après je me suis rendu compte que c'était pas bon donc j'ai créé un autre process ou je me suis amélioré par rapport à ça. Bien sûr que c'est possible. Ne vous dites pas il faut que ce soit figé, il faut que ce soit les mêmes éléments que je lui ai montré lors de l'audit initial. Non, et des fois c'est presque le contraire. Plus vous aurez matière à nous montrer, à démontrer que vous avez fait vivre votre process qualité, vous l'avez amené à maturité parce que vous avez testé certains éléments, vous avez vu que ça marchait, d'autres vous avez vu que ça marchait un petit peu moins bien, dans ce cas-là vous avez corrigé et donc c'est aussi des éléments que vous allez nous montrer lors de l'audit de surveillance. Voilà. Merci pour votre écoute et à très bientôt. Merci à vous.